Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Je suis Gaëlle Dumora et je vous aide à prendre conscience du lien très étroit qui existe entre les espaces que nous habitons et nos vies. Alors aujourd'hui, je tenais à vous parler de la deuxième session du programme Gynécée qui va commencer fin avril. Gynécée, c'est un espace d'intimité que j'ouvre à 3 femmes réunies autour d'une problématique commune. Et cette fois-ci, ce voyage s'adresse à des femmes qui cherchent leur place sans vraiment savoir où elles se trouvent. Alors ce programme de 2 mois, il est créé sur mesure et il mêle aussi bien des rendez-vous de groupe et des séances individuelles. Il mêle créativité et introspection pour vous accompagner jusqu'à votre safe place. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez accéder à mon agenda en ligne directement sur mon site maisonconquête.fr, dans ma bio Instagram ou dans les notes de l'épisode. Je vous offre un entretien de 30 minutes pour voir en quoi mes accompagnements et Gynécée peuvent vous aider à vous sentir mieux dans vos lieux et dans vos vies. Alors revenons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est Marjolaine Carré du studio Tsuru qui m'accueille chez elle à Bordeaux. Marjolaine est architecte HMNOP et elle a une approche singulière de l'habitat. Avec elle, on parle pêle-mêle du bien-être dans la maison, qui doit avoir un rôle d'aidant, de la question d'usage, du handicap et du bien vieillir chez soi. Alors, je vous laisse avec notre conversation et bonne écoute. Bonjour Marjolaine. Bonjour Gaëlle. Merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà dans un premier temps, s'il te plaît. Tout à fait. Alors, je m'appelle Marjolaine Carré, je suis architecte HMONP, dirigeante du studio Tsuru, qui est basé à Bordeaux, qui est une agence d'architecture. Alors, architecte HMONP, j'explique un peu parce que c'est habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, c'est-à-dire que je suis inscrite à l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. J'ai créé le studio Tsuru très récemment, fin 2023. Avant cela, j'ai exercé dans une agence d'architecture française assez grande, enfin une belle agence, qui traitait beaucoup de bâtiments publics. Et moi, ma spécialité était plutôt des bâtiments qui étaient liés à la santé. Alors j'ai pu faire des hôpitaux, des SSR, SSR soins de suite rééducation, des EHPAD et des bâtiments aussi liés à tout ce qui va être la santé mentale. Un peu de tertiaire également. Et donc, j'ai travaillé pendant 15 ans. Et le point commun, en fait, de tous ces bâtiments, c'est le rapport au bien-être et le rapport au corps dans le bâtiment. D'accord. On va parler un petit peu de handicap. Aujourd'hui, l'idée, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, une partie de ton activité professionnelle, c'est d'accompagner des familles, des personnes en situation de handicap ou vieillissantes, etc., à rester chez elles. Donc, c'est une partie de ton activité. Il y a une autre partie dont tu nous parleras aussi. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que on va dire que c'est quelque part ton cœur de métier, ta niche à toi, hein. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se fait que tu en sois arrivée à ça, en fait? Oui. Ou peut-être que tu peux déjà nous expliquer dans un premier temps ce que tu fais concrètement et ta vision de l'habitat déjà dans un premier temps, et on verra après pourquoi. Ça sera plus logique. Alors la vision de l'habitat, si tu veux, pour moi, c'est hyper important qu'un espace, d'un lieu de vie, un lieu de travail, alors, soit facilitant, soit aidant. Je pense que des fois, on peut se sentir mal dans un lieu ou trop vieux dans un lieu, mais c'est pas qu'on vieillit, en fait, c'est que le lieu n'est plus adapté. Oui. Alors c'est bien vrai pour la vieillesse, c'est vrai pour le handicap. Mais c'est vrai pour les personnes valides aussi. C'est vrai pour les personnes valides aussi, oui, tout à fait. Et donc, moi, ma vision des choses, c'est ça. C'est pas la personne de s'adapter à l'habitation ou un lieu. C'est vraiment à nous, architectes aussi, de travailler ça pour que les lieux soient le plus inclusifs possible et qu'ils soient aidants, vraiment aidants. C'est quoi un lieu aidant pour toi? Eh ben, c'est un lieu qui va être pensé, réfléchi dans tous ses aspects et pour l'ensemble des personnes en
pensant en pensant à la difficulté du handicap moteur, évidemment, mais pas que. Et pas que les personnes en fauteuil roulant, parce que le handicap, il y a aussi beaucoup d'handicaps invisibles. Et donc, c'est-à-dire de réfléchir aussi donc à tout ce qui va être l'ergonomie des lieux, mais aussi à son traitement acoustique, à son traitement lumineux. Il y a certaines lumières qui peuvent vraiment gêner des gens. Donc, il y a tous ces aspects-là à étudier. Donc, quand on est dans un bâtiment public, après, on a différentes normes à respecter. Donc, ça, c'est un peu particulier. Mais quand on est sur un espace particulier, privé, là, on peut vraiment adapter à la personne. D'accord. Comment ça se fait que tu en es arrivé là ? Qu'est-ce qui a mis en toi la graine ? Parce que je trouve que c'est un beau métier quand même, de permettre à des gens de rester chez eux malgré un handicap, malgré un vieillissement naturel ou tout ce genre de choses. Mais l'évolution de la vie fait que ça leur permet de rester chez eux plutôt que d'aller en hôpital, en institut, en EHPAD ou ce genre de choses. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu dans ta vie très certainement nourrir cette envie, ce besoin, ce questionnement, très certainement. C'est quoi qui est venu chez toi ? Il y a eu plusieurs choses. Alors, c'est vrai que j'étais, je pense dans mon entourage proche plus jeune, j'ai vu des situations de handicap qui étaient plus psychiques, avec ce questionnement en fait de laisser la personne en institut ou de la garder à la maison. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'a marquée. Et puis, un peu plus tard, quand j'étais en école d'architecture, j'ai fait un stage dans une agence en Bretagne et on devait faire une maison pour une famille composée donc, d'un couple et de 3 enfants. Et le couple était assez jeune, 35 ans. Et donc, j'ai fait les premières esquisses. On rencontre les personnes et le couple ils aiment bien les esquisses, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque un peu. Et quand on discute autour d'un café avec la maman, en fait, elle m'explique qu'on vient lui diagnostiquer une sclérose en plaques. Donc là, il est clair que moi, je comprends que les esquisses que j'ai faites, elles sont faut les mettre à la poubelle parce que c'est une donnée d'entrée qui est primordiale. Ils vont investir toutes leurs économies dans une maison, c'est pas pour que dans 2 ans, ils la revendent. Donc, avec l'architecte avec qui je travaillais, ça devient vraiment ce qu'on veut vraiment pour cette maison, c'est qu'elle permette à cette maman de pouvoir élever ses enfants comme toutes les autres mamans, de pouvoir continuer à être femme et de pouvoir garder son autonomie, sa dignité, même dans les moments les plus durs de la maladie, en fait. Et donc, on va repenser toute la maison sous ce prisme-là, beaucoup en échangeant avec elle aussi. Et on a fait du sur-mesure, clairement. Mais voilà, le sur-mesure, des fois, c'est pas toujours cher. Et par exemple, on avait pensé à une petite astuce qui était pas grand-chose, mais je me souviens qu'elle avait trouvé ça génial, la maman. Elle voulait absolument, et le couple voulait absolument qu'il y ait un étage pour leurs enfants, même si on leur avait un petit peu déconseillé au vu de l'évolution de la maladie, mais bon, pour elle, c'était important. Et du coup, on avait prévu une trappe pour que le linge sale tombe directement dans la buanderie. Le linge sale des enfants, comme ça, elle n'avait pas à monter et à descendre. Ouais. Et en fait, c'est un trou dans le plancher, c'est rien du tout à faire, et ça coûte pas cher. Et je me souviens, elle trouvait ça génial. Et c'est vrai que c'est parce qu'on s'est imaginé à un moment de se dire, mais elle pourra plus beaucoup monter. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement dans la chambre des enfants ? Clairement, on ramasse le linge. Et là, bon, de toute façon, on ramasse le linge, on descend les poubelles. Voilà. Mais ces enfants-là, j'ai envie de dire, de toute façon, grandissent un peu plus vite aussi et s'autonomisent plus vite. Oui. C'est un peu normal. Donc, oui, ils vont prendre l'autonomie d'aller ramasser leurs chaussettes et les mettre dans le trou. Mais ça, c'est... Tu vois, je parlais beaucoup d'usage, c'est quelque chose qui est important pour moi. Typiquement, c'est quelque chose que j'ai pas fait à l'époque parce que déjà j'avais fini mon stage et que je manquais d'expérience. Mais clairement, par exemple, moi, avant de livrer une maison, je prends du temps avec les enfants en expliquant, voilà comment ça va fonctionner. Vous avez un trou ici. Tous les soirs, il faut ramasser les chaussettes et les mettre dans le trou. C'est comme ça que marche la maison. C'est pas pour leur dire c'est pour faciliter le travail de maman, non, c'est pas ça. C'est comme ça que la maison fonctionne. Et c'est ta maison, et voilà comment ça va fonctionner. Ça, c'est la notice de la maison, comme les jouets, exactement. Lego, etc. Les questions d'usage, c'est ça.
c'est la notice de la maison. Alors justement, les questions d'usage, donc c'est quelque chose qui est très présent chez toi. Ouais. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'archis et c'est la première fois que j'entends ce mot en fait. Donc c'est quoi ces questions d'usage? D'où ça vient? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, à quoi ça sert? Et je pense que ça a une utilité, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, bien sûr. Hein, mais voilà. Les questions d'usage, c'est la manière dont la maison, ou le bâtiment va fonctionner. Et aussi comment les personnes à l'intérieur fonctionnent, en fait. Moi, je peux pas dessiner si j'ai pas compris l'usage. Ou je vais dessiner quelque chose, mais je vais être à côté de la plaque. Donc, moi, d'où ça m'est venu? En fait, ça m'est venu, clairement, de mes 15 ans dans mon ancienne agence, où quand on dessine un hôpital, c'est pas inné, quoi. C'est... à moins d'avoir des parents directeurs d'hôpitaux ou qui sont médecins, on peut avoir un petit peu comprendre le fonctionnement. Moi, en l'occurrence, la première fois que j'ai lu un programme, donc les programmes, c'est ce qu'on nous donne, c'est la Bible en fait du cahier des charges quand on fait le concours. Et au début, j'étais perdue parce que c'était plein de mots. Déjà, c'est un vocabulaire médical que je ne comprenais pas. Donc, je sors d'école d'archi. Moi, pendant 5 ans, j'ai fait des logements ou des musées. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Wouh! Et donc, il faut déjà se familiariser avec tout ça. Et puis, donc, une fois que le concours est gagné, ensuite, bien évidemment, ils ont bien conscience que en fait, il faut adapter chaque espace à l'équipe soignante. Et donc, du coup, ensuite... Qui est différente d'un service à un autre. Exactement. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que pendant le temps des études, qui peut être long, parfois, ça peut aller entre 1 an et demi et 2 ans, à chaque phase, donc ça, c'est les phases d'archi, de dessin, on rencontre les équipes soignantes, on leur montre ce qu'on a dessiné et on remet avec eux, on redessine, on revoit avec eux ce qu'il faut modifier. L'emplacement de telle ou telle chose, le nombre de bureaux, comment dans le poste infirmier, est-ce qu'ils ont suffisamment de surface vitrée pour pouvoir surveiller les chambres des patients, est-ce qu'on a bien l'ergonomie qu'il faut aussi pour pouvoir aider le patient à aller dans la salle de bain, etc. Donc tout est passé au crible en fait, et avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les personnes qui font le ménage aussi, et l'administratif. En fait, on n'exclut personne parce que chaque personne va vivre le bâtiment à sa manière. En fait, c'est un usager du bâtiment. Peut-être les personnes avec lesquelles j'ai le moins discuté et ce qui m'a manqué et ce qui m'a fait aujourd'hui ouvrir le studio de Tsuru, ce sont les usagers. Les usagers, enfin, ils sont tous usagers, mais je veux dire les résidents. Oui. Donc, je parle de résidents pour les EHPAD, de patients dans un hôpital. Patients, Et ça, moi, j'ai eu moins l'occasion de discuter avec eux, et pourtant... Oui, c'est eux qui usent quelque part. Des fois, c'est une partie, question de temps, des fois, c'est une question d'autorisation aussi, on ne peut pas toujours... Mais c'est hyper important, parce que les usagers, donc ça va vraiment du patient qui, lui, est hospitalisé, mais aussi la famille. Oui. Donc, c'est hyper important de prendre le temps aussi de discuter avec eux. Donc voilà, donc moi j'ai appris et j'ai trouvé ça formidable en fait de discuter avec les médecins et de comprendre le médecin, les infirmiers, enfin tout le personnel en fait, l'envers du décor et ça donne un sens aussi au dessin, je trouve. Bien sûr. Donc maintenant c'est un sujet donc que tu as toutes ces questions d'usage, tu les appliques maintenant sur des projets plus privés, entre guillemets. Tout à fait. Donc ça passe par quoi? Quel type de questions tu poses du coup? Alors moi, quelques-unes, on va pas... Oui. Donc déjà c'est l'environnement de la famille. Donc j'ai besoin de voir de combien de personnes est constituée la famille. Donc j'aime bien rencontrer tous les membres de la famille. C'est plus difficile quand j'ai une seule personne qui va porter le projet. Oui. Parce que je vais faire son projet. Oui. Mais dans une famille, en général, ils sont plusieurs. Donc j'aime bien avoir vraiment, même les enfants, surtout les enfants aussi. Donc je leur demande la composition de la famille. J'aime bien savoir ce qu'ils font dans la vie. Alors ce qu'ils font dans la vie, c'est pas que leur métier. Ce qu'ils font dans la vie, c'est aussi leur hobby. Et donc même quelquefois qu'ils se passent pas dans la maison, mais c'est important de savoir ce qu'ils aiment faire. Ensuite, j'aime bien leur demander une journée type un peu et comment ils imaginent leur vie dans la maison. Donc ça me permet moi de voir un peu le matin, est-ce que c'est maman qui se lève en premier, qui prépare les petits déjeuners, enfin vraiment le quotidien, la routine. Quels sont les moments forts de leur vie de famille pour comprendre quel est l'espace central de la maison. Et ensuite, si je leur pose des questions de savoir, ça j'aime bien faire ça, de leur demander de me trouver un lieu
de leur enfance, peut-être, qui évoquent vraiment un sentiment très fort pour eux. Sentiment très fort de sécurité, de bien-être. De bien-être, etc. voilà. Et alors tiens, c'est marrant, souvent t'as quoi parce que j'imagine que tu as souvent la même réponse. Non, pas tout le temps. Ça peut aller d'une maison de vacances, par exemple, où on se sent détendu. Donc ça, c'est souvent les couples stressés. Ou bien la maison des grands-parents. C'est pas toujours la maison d'enfance de famille, de sa propre famille. Ça dépend. C'est en lien avec les vacances quand même beaucoup. Ou la maison des grands-parents. Chez les grands-parents, il va souvent. Voilà, où il y a l'attachement aussi. En fait, c'est l'attachement en fait. Hein. De toute façon, la maison, c'est le lien de la tâche. Hein, donc, et puis ça, du coup, ça me permet de voir un peu ce qu'on va remettre un peu en. Et puis, du coup, quand ils me disent, par exemple, c'est la maison de mes grands-parents, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison qui fait que vous y sentiez bien ? Donc, ça me permet d'essayer de comprendre, de trouver le truc. Dans lequel ils arrivent. Des fois, c'est pas facile quand on leur demande qu'est-ce que vous faites. C'est difficile à verbaliser, oui. Voilà. Et en fait, c'est en allant comme ça. Alors, ils me répondent pas à chaud. Hein, le questionnaire, je le leur laisse. Ils ont une semaine, et puis ou 2 d'ailleurs, et puis le temps qu'ils veulent. Et après, on redébriefe. Mais moi, c'est hyper important. Ils te mettent des photos des fois ? Je leur demande. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Pour avoir un peu mais des fois, les photos n'ont rien à voir avec ce qu'ils me disent. Hein. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. Donc on creuse. Ouais. En fait, tu fais un petit boulot de psy. Ouais, alors d'accompagnante, je pense, dans tous les cas. Ouais, un peu, mais ça m'intéresse, je trouve ça chouette aussi. Puis ça leur permet de se questionner et puis des fois de se rendre compte que, je sais pas, ils avaient imaginé, je dis ça complètement, imaginer une maison très ouverte et en fait en questionnant un peu les usages, on se rend compte en fait pas du tout. Il faut pouvoir fermer la cuisine et les espaces de vie parce qu'en fait le bruit des enfants ça nous insupporte. Allons-y. C'est pas du tout une cuisine à l'américaine qu'il vous faut quoi. Carrément. Et le handicap, donc dans ce cas-là, quelle place il a et quelle place t'as envie de lui donner en fait, parce que c'est la conversation qu'on avait en off juste avant, c'est que le handicap des fois prend tout l'espace. Oui. Ouais, alors le handicap, alors déjà, il est multiple, mais on va dire que globalement, quand il y a dans une famille une personne en situation de handicap, il est clair que ça centralise un peu toute l'organisation de la famille. L'organisation. Voilà, l'organisation et même l'ergonomie de la maison aussi. Donc là, l'idée, moi, mon intervention, c'est de pouvoir travailler les espaces pour que, je vais pas dire pour rendre invisible le handicap, mais peut-être moins présent, et faciliter la vie de cette personne qui va être en situation de handicap pour qu'elle puisse avoir toute son autonomie, qu'elle soit moins dépendante des autres. Et en fait, ça va être une réaction en chaîne. Si elle est moins dépendante du reste de la famille, le reste de la famille va pouvoir trouver aussi une place, les frères, les sœurs, plus importante, plus de temps aussi pour les parents. Et ce moment d'échange aussi avec les autres membres de la famille, c'est aussi leur redonner une place à eux en tant que membre de cette famille et en tant que s'approprier son espace. Et non, tu n'es pas qu'un aidant dans cette famille. Tu as aussi ta place de frère, de sœur, et tu vas la trouver et rééquilibrer un peu des fois l'espace temps voilà, de chacun et en même temps, quelque part, un peu aussi déculpabiliser peut-être le poids que peut porter cette personne qui a besoin des autres en fait. Donc c'est vraiment lui permettre dans l'aménagement global je vais pas passer plus de temps avec la personne en situation de handicap, pas forcément. Peut-être ça me demandera plus de temps de travail. Mais voilà, l'idée c'est que chacun ait son temps et puis travailler bien sûr avec des ergothérapeutes, mais ça je le fais qui est en sujet de handicap ou pas, pour vraiment que l'espace soit plus adapté. D'accord. Donc même s'il n'y a pas de situation de handicap, tu travailles de pair avec... D'accord. Parce que toi, j'ai le sentiment que tu as une vision de la maison dans son évolution, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en général, quand on visite une maison, on a l'instant T, on est papa, maman, les enfants et... enfin, je caricature volontairement, mais c'est ça, le chien et le scénic garé devant. Toi, j'ai l'impression que dès que tu rentres dans un lieu, tu vois son évolution. Pas sa transformation par ton travail, mais son évolution et l'évolution que peuvent connaître les gens en situation de handicap ou pas. Et c'est ça qui est intéressant, cette vision-là d'évolution. Oui, parce que pour moi, comme pour toi aussi, la maison, elle reflète la vie de la famille, clairement. Et une famille, on sait bien que ça évolue. Et donc, c'est essentiel pour moi que la maison, elle évolue en même temps que la composition familiale. Et donc,
trop la figer, je trouve que ça peut freiner, je pense, une partie de l'évolution aussi. Peut-être des enfants. Oui, bien sûr. Alors que quand on se laisse un peu aller aussi là-dessus, ça permet d'adapter facilement, enfin plus facilement peut-être. Et puis, on pense pas à une maison pareille quand on a des enfants qui ont 4 ans, des enfants qui ont 14 ans. Moi, je sais aujourd'hui que dans ma maison, il y aura des choses à faire quand les garçons deviendront adolescents, parce qu'il y aura une relation à l'intimité, ils vont vouloir affirmer leur personnalité. Voilà, donc il y aura des petits travaux à faire. Oui, on les fera parce que c'est leur espace, et puis c'est hyper important qu'ils affirment leur personnalité. Ouais, carrément. À l'adolescence. Bon, peut-être même avant, je leur ai un peu moins laissé le... Bon, aussi, ils ont mis quelques petits posters pour l'instant, mais... Et puis après, quand ils partiront, oui. Voilà, on aura une grande maison. Ouais, c'est ça. Quid de rester dans cette maison, ça peut être une solution aussi. Peut-être qu'on ne restera pas, ou peut-être qu'on restera, mais différemment. Peut-être qu'on accueillera des étudiants qui peuvent pas se loger à Bordeaux, avec plaisir. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Ok. Quand tu accompagnes le handicap, donc qu'il soit moteur ou pas, concrètement, ça veut dire quoi pour une maison quels sont les outils que tu utilises quels sont le type de personnes que tu as accompagnées déjà voilà, tu me parlais aussi de tout ce qui était handicap visuel ou ce genre de choses. Ça veut dire quoi comme type de matériaux que tu utilises, tu vois, concrètement dans la maison aujourd'hui, quel type de projet tu fais en fait? Alors, c'est là où l'ergothérapeute est important. Oui. On va travailler ensemble en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi. Parce qu'effectivement, c'est très large. On ne traite pas du tout un espace de la même manière quand on parle d'handicap cognitif qu'un handicap moteur. On ne traite pas de la même manière non plus quand on est en fauteuil roulant ou quand on est avec une déficience visuelle. Donc c'est pas du tout les mêmes aspects. Bien sûr, alors quand on parle d'un usager en fauteuil roulant, il est évident que là, tout ce qui va être le plus important, c'est éviter les marches. Parce que c'est ça qui est le plus compliqué, de rester sur quelque chose qui va être le plus plan possible. Si c'est un appartement, c'est une évidence qu'il faut un ascenseur. Et après, on peut avoir toute la relation à l'extérieur aussi. Hein. Donc ça, c'est ça qui va focaliser l'attention et qui peut être parfois très difficile d'ailleurs à aménager dans l'existant. Quand on parle après de déficience visuelle, là... D'ailleurs, en général, quand on pense handicap, moi en étant valide et en n'ayant aucune personne handicapée autour de moi, automatiquement, c'est vrai qu'on pense naturellement au handicap moteur. Mais jamais au handicap visuel ou cognitif. Ou cognitif, voilà. Alors, et pourtant, c'est peut-être très certainement en pourcentage de présence. Par exemple, pour des personnes âgées, on a tendance à se dire il faut que le fauteuil roulant puisse passer partout, mais le pourcentage de personnes âgées en fauteuil roulant est très faible. Oui. Très, très faible. C'est ça. Par contre, l'ensemble des personnes âgées, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a une perte de capacité visuelle et auditive. Donc on est plus sur l'autre aspect. Et là, ça va être de jouer beaucoup sur des... Alors, je parle pas de quelqu'un qui est en cécité totale, par exemple, mais qui perd un peu la vue. Et on va travailler beaucoup sur des contrastes de couleurs entre les murs et le sol, entre les interrupteurs et les murs. D'accord. Et puis, ça, c'est hyper important. Après, avoir une bonne capacité, un bon éclairage global. Ensuite, pour des personnes... ce qu'on peut beaucoup utiliser aussi, c'est détecteur de présence. Voilà. Et alors ça, c'est super pour des personnes effectivement qui peuvent un peu perdre la vue, ou des personnes âgées, ou des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Vous passez dans le couloir, et il y a un détecteur de présence, la lumière s'allume. Ça, c'est super parce que dans les troubles cognitifs, on peut avoir des personnes, vous savez, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Il n'y a pas d'interrupteur, donc il n'y a pas de bouton sur lequel je peux appuyer, c'est juste je passe, ça s'allume. Pour des personnes âgées qui peuvent avoir du mal à trouver un peu où se trouve l'interrupteur, elles se lèvent de leur lit, par exemple, pour aller au WC la nuit. Ouais. On parle de chemin lumineux, par exemple, entre la chambre et les WC, et ça s'allume automatiquement. Ça, c'est super, et pour moi, ça, c'est des petites astuces que j'ai mis en place dans les établissements publics, et qui peuvent se remettre en place très facilement chez le particulier, et qui sont très aidants. Et pas un coup de fou, quoi.
Non, pas un coup de fou. Et la domotique est un peu plus chère que l'électricité normale, mais je pense que ça, pour moi, faut pas. C'est des petites économies, quoi. Ouais. Quand on commence à être un peu âgé, la domotique, c'est génial. Parce que, encore une fois, on en revient sur le fait qu'on se sent vieux dans un lieu, mais parce que oui, fermer les volets manuellement, ouvrir les fenêtres qui bloquent un peu, ça peut être dur à un moment. Ouais. Alors qu'en fait, quand on appuie sur des boutons, la technologie, elle est faite pour ça. Faut en profiter, quoi. Oui, carrément. Après, qu'est-ce que je peux avoir comme... en reparlant de domotique, par exemple, les interphones, quand on peut en mettre un. Je parle là, encore une fois, ça peut être pour des personnes un peu âgées, pour des personnes qui peuvent avoir des troubles anxieux. Un interphone avec une petite caméra. Ouais. Et c'est beaucoup plus rassurant de voir qui sonne. Que la voix. Et éviter de le positionner près de la porte. Oui. Parce que la plupart du temps, on n'est pas en train d'attendre près de la porte qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Soit la personne, elle est dans son lit, soit elle est dans son salon, dans son fauteuil. Alors là, j'ai peut-être plus en tête une personne un peu âgée qui peut commencer à avoir du mal à se déplacer. Le pire des choses, c'est qu'elle se précipite pour aller ouvrir et qu'elle chute. Alors que si l'interphone est juste à côté du siège dans lequel elle a l'habitude de se mettre dans le salon ou à côté de son lit, ok, c'est Michel qui vient porter mes médicaments, j'appuie, c'est bon, je vais avoir le temps de me lever tranquillement. Voilà, puis après sur tout ce qui peut être... Il y a tout le traitement acoustique aussi que je trouve très important. Alors le traitement acoustique dans une maison, ça... Alors on peut traiter l'acoustique en rajoutant des panneaux qui peuvent feutrer un peu l'ensemble. Après, quand on fait de la grosse réno, ça c'est pas mal parce qu'on peut vraiment refaire des cloisons acoustiques hyper performantes aujourd'hui. On a vraiment des trucs top. Et ça... Ça marche aussi bien pour le petit qui se met au violon, comme tu disais. Exactement, tout à l'heure, voilà. qu'une personne qui a des troubles autistiques. Exactement. Et qui a besoin donc d'avoir une acoustique plus feutrée, on va dire ça comme pour ça. elle, mais pour la famille aussi, parce qu'ils peuvent avoir des comportements aussi à faire du bruit, à taper, à bourriner, enfin voilà. Et du coup, c'est pour le coup, ça c'est le confort, et c'est un confort, c'est un confort pour tous, quoi. Je trouve. Le confort acoustique, je trouve qu'aussi on se repose bien quand on est dans effectivement un espace feutré. Et pour des personnes qui commencent à perdre un petit peu l'audition aussi, ils ont tendance, on le sait, on le voit, souvent les personnes âgées tendance à mettre un peu la télé plus fort, la radio plus fort, ou la télé en continu, parce que ça fait une présence. Alors, quand elles sont à plusieurs, ça peut gêner l'autre personne, ou ça peut gêner les voisins aussi. Donc ça peut être pas mal de se dire, bon allez, on refait un petit coup d'acoustique aussi, et puis parfois c'est pas forcément... on peut traiter ponctuellement sans tout casser. En l'occurrence, moi, en l'occurrence, quand c'est du ponctuel, ce qui est pas mal, c'est de faire un petit appel téléphonique avec un confrère acousticien, et voilà, on lui prend 1 ou 2 heures de son temps, c'est pas excessivement cher, et au moins on est sûr d'avoir quelque chose de qualité, quoi. D'accord. En fait, qu'on soit en situation de handicap ou pas, au final, toi, ton mode de travail et ton mode de raisonnement, il est le même au final. Oui. Tu vas vraiment... j'ai envie de dire, même la domotique, les murs acoustiques ou ce genre de choses, tu peux tout à fait le préconiser parce que le petit dernier fait la batterie, quoi. Ah ben complètement. Ou par sécurité, par... voilà, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment se sentir bien chez soi. Pour moi, c'est se sentir bien, donc le chez soi qui nous ressemble, avec la déco qui va bien, voilà, en fonction des goûts de la personne. Mais c'est aussi le confort visuel, acoustique et thermique. Oui. Ça fait partie de se sentir bien, ouais. Mais c'est vrai que les cloisons acoustiques, hormis quand il y a un musicien, on n'y pense pas nécessairement. Non, mais... Et c'est dommage, en fait. Mais oui. C'est pas connu trop du grand public non plus. C'est des choses qu'on met beaucoup dans les établissements publics, qu'on met beaucoup dans les hôtels, entre les chambres. Alors c'est un coût, c'est quand même beaucoup plus cher qu'une... Je saurais pas te dire la proportion. Oui, mais c'est pas toute la maison qui va être en cloison acoustique, a priori. C'est parce qu'il y a une pièce dédiée, une pièce télé par exemple, ou une pièce ou une pièce de musique, ou parce qu'il y a une problématique... ou un besoin particulier dans une famille. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas toute la maison que tu vas mettre en cloison acoustique, ou alors c'est... Là, c'est...
Oui, bah après, il y a des gens qui peuvent être très sensibles au bruit. Oui. Il y a papa qui ronfle très fort la nuit. Et du coup, c'est quand même pas mal d'avoir c'est vrai, les ronflements aussi, ça pourrait être... mais ça peut être infernal, hein. Oui, carrément. Franchement, Oui, les problèmes de sommeil sur des couples, s'il y en a un des deux. Mais d'ailleurs, des fois, c'est souvent l'objet de chambre à part. Hein. Bah oui. Bah ouais, non mais ça, parce que ne pas dormir, c'est infernal. Oui, bien sûr. Nous, on l'a vécu longtemps avec nos enfants. Des problèmes de sommeil, ça rend dingue. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment cette sensibilité-là que tu as. Ouais, donc, sur l'essence, vraiment l'essence. C'est l'essence. Donc aujourd'hui, tu accompagnes aussi bien donc, ces familles-là qui sont en situation de handicap ou qui vivent le handicap. Et tu accompagnes aussi des familles qui ne sont pas en situation de handicap. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, à peu près, ton activité elle serait partie à combien Bon, elle est plus sur des... on va dire moins de... le pourcentage, j'aurais peut-être un peu de mal à dire, mais ça va être... J'ai peut-être plus de familles classiques. Les familles en situation de handicap, c'est un marché qui est une niche aujourd'hui. Qui est une niche, qui n'est pas forcément évident à faire connaître. Et le marché des personnes âgées, enfin, le marché senior aussi, qui est assez compliqué à En quoi c'est compliqué ? Alors, pour les seniors... Alors, pour les seniors, je pense que... C'est la difficulté du changement ? Ouais, il y a ça et la difficulté de se voir senior. Alors, c'est vrai, je pense que c'est vrai pour nous. Hein. Moi, je viens d'avoir 41 ans. Dans ma tête, j'en ai 30. Peut-être même 25. Certains jours. Voilà, non. Et ce qui me rappelle à mon âge, l'an dernier, j'ai fêté mes 40 ans en boîte de nuit. Je me suis pris une claque. Je me suis sentie vieille. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment c'est le rapport aux autres. Et donc il y a ça chez les seniors. Moi le conseil que j'aurais à donner, c'est en fait pour moi les meilleurs clients seniors, ça serait des gens qui viennent tout juste de partir à la retraite. Parce que ces personnes-là, déjà elles ont un pouvoir financier aussi, parce que d'une part elles viennent de partir à la retraite et elles ont il y a un changement de vie. Et je trouve qu'à chaque changement de vie s'accompagne, la plupart du temps dans notre vie à tous, d'un changement de lieu. Quand on part étudier, on change de lieu, on quitte sa famille, enfin pas tout le temps, mais souvent. Quand on se met en couple, on change de lieu. Quand on a un enfant, soit on change de lieu, soit on adapte le lieu. Un enfant supplémentaire rebelote, soit la maison est trop petite et voilà. Mais quand on vieillit... Je sais pas pourquoi, il y a plus ça, ou rarement. Et je pense il y a tout l'attachement à la maison, ça c'est vrai. Il y a l'attachement à la maison, je pense, et il y a surtout l'attachement aux souvenirs. Aux souvenirs, et puis il y a peut-être aussi un refus de se voir vieillir. Et il y a aussi le fait de vouloir continuer à accueillir ces enfants qui sont partis, qui vont aussi faire famille aussi, donc pouvoir avoir la possibilité de les accueillir, il y a tout ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que, à mon sens... À un moment, il faut se poser cette question de, en fait, où est-ce que j'ai envie de vieillir ? Comment j'ai envie de vieillir ? Et je pense que la bonne période, c'est ça. Je pars à la retraite, j'ai un changement de vie. Maintenant, je vais être libérée de mon temps de travail. Et je peux très bien être un retraité très actif, avoir plein d'associations, continuer un peu à faire des missions dans le travail dans lequel j'étais une fois de temps en temps, faire du sport, m'occuper de mes enfants, mes petits-enfants, effectivement. Mais se poser cette question de comment je veux vieillir. Est-ce que je veux vieillir ? Est-ce que je veux finir mes jours ? Je sais que c'est pas facile, mais il faut quand même se poser la question. C'est très tabou. En institut ou chez moi. Parce que si on choisit pas, si on fait pas le choix, c'est quelqu'un d'autre le fera pour nous. Et donc, si assez tôt on se dit non, mais on dit à nos enfants, moi j'ai pas de problème avec l'EHPAD, j'irai en EHPAD. Ok, soit. Bon, pas forcément besoin de faire des choses particulières dans la maison. Si je me dis non, mais c'est hors de question que j'aille en EHPAD, je veux vieillir chez moi, il faut mettre les choses en place pour que ce soit possible. Et ça nécessite d'aller, en tout cas, moi ce que je fais, c'est que je vais regarder les maisons, mais pas que les maisons. C'est comment la vie de quartier là ? Est-ce qu'on peut faire des choses à pied ? Est-ce qu'on a la pharmacie pas trop loin ? Si on est isolé, et qu'il faut la voiture pour tout faire, c'est peut-être un petit peu compliqué quand même.
Donc il y a tout l'environnement de quartier à regarder. Et puis ensuite, la maison en elle-même et comment on peut retravailler un petit peu la maison pour que effectivement elle soit ergonomique, utiliser la domotique, la mettre en place pour que la personne et le couple puissent vieillir chez eux le plus autonome possible, le plus longtemps possible. Et puis surtout en continuant à faire ce qui les anime. Si c'est le jardinage, on va focaliser le projet là-dessus, recevoir les petits-enfants. Ça, c'est hyper important aussi, de regarder la composition de la famille et leurs usages, encore une fois, pour retravailler l'espace. Mais surtout, anticiper. Ouais. Anticiper, garder. Et je trouve que c'est un très bon conseil Alors, il y a 2 bons conseils. Je pense que c'est... on le fait implicitement, effectivement, quand on a des changements de vie. On change souvent de lieu, tu l'as dit, quand la famille grandit, quand il y a des divorces, quand il y a des choses comme ça. Mais au-delà de ça, pour moi, franchement, étudier le lieu et notre rapport au lieu de façon, passionnée, je pense que la maison, elle est là pour accompagner nos changements de vie. Et que très souvent, changer de lieu, ça change une vie même. Donc on ne sait pas de qui vient nourrir quoi, mais en tous les cas, quand on a une vie qui ne nous convient pas, une des solutions, quand on ne se sent pas à sa place, une des solutions peut être le changement de lieu. Et changement de lieu, ça ne veut pas dire nécessairement changer de ville, mais c'est vraiment revenir à effectivement tes questions d'usage, de quoi j'ai envie, etc., et de faire un changement de lieu change une vie. Ça, on met toute sa vie en carton, donc on fait des choix. Dans ce qu'on amène dans cette nouvelle vie, etc. On change de quartier, donc on n'a plus les mêmes habitudes. Donc ça peut être une forme de renaissance. Et clairement, effectivement, je pense que beaucoup de gens ne se posent pas la question au moment de la retraite. Alors pour moi, c'est vraiment le moment idéal. Ouais, et effectivement, ça peut être, une des solutions, ça peut être aussi de se dire, je me sépare de ma grande maison parce que mes enfants, qui ont des enfants, mais finalement ont acheté juste à côté de chez nous. Donc c'est pas utile de les accueillir. C'est pas utile. On peut très bien partir par exemple plus dans le centre-ville, pas très loin de chez eux, et prendre un appartement avec tout le confort, l'ascenseur, le parking en sous-sol, puis la bonne isolation thermique, et puis on aura une ou 2 chambres pour accueillir les petits-enfants. Et puis peut-être une chambre, dans ces 2 chambres, il y a peut-être une chambre qui reste un bureau temporaire quand on a besoin. Et voilà, oui, ça aussi. Mais ça fait partie, du coup, il faut discuter aussi avec les gens pour voir ce choix. Oui, mais ça veut dire qu'il faut sensibiliser aussi les gens à cette possibilité-là, à s'autoriser. Et à se poser la question, justement, comment j'ai envie de vieillir, quoi. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire comment j'ai envie de mourir, parce qu'on ne le sait pas. Non. Mais c'est comment j'ai envie de vieillir. Ouais. Et ce qui est important pour moi, c'est ou bien effectivement, j'ai pas d'attachement particulier à cette maison, ou j'en ai un, ça n'empêche pas. Mais pour autant, j'ai pas envie de poser de problème à mes enfants. Et donc, du coup, je fais le choix de l'EHPAD. Et j'ai les moyens financiers qui le permettent aussi, parce qu'il y a quand même cette problématique-là. Mais, ou alors, effectivement, j'ai vraiment envie de rester chez moi parce que ça correspond. Mais voilà, est-ce que cette maison correspond à mes besoins d'aujourd'hui et pas mes besoins du passé ? Oui, c'est vrai, c'est ça. Tout à fait, ouais, clairement. C'est quoi, toi, ton lien au temps qui passe ? On en a un peu parlé tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai senti chez toi, on se connaît pas, mais j'ai senti chez toi un truc avec le lien au temps. Alors là, je sais pas, faudrait que je me fasse que je fasse ma psychanalyse pour comprendre, mais alors de par mon métier d'archi, c'est vrai que j'ai toujours anticipé les choses. Alors, est-ce que c'est lié à mon métier ou pas ? Je sais pas, mais c'est vrai que, en tout cas, sur la façon d'habiter, c'est important, le fait de voir l'évolutivité de la famille, et donc d'anticiper ce qui va se passer avec les enfants qui grandissent, etc. Après, d'un point de vue architectural, l'évolutivité d'un bâtiment, ça, c'est essentiel aujourd'hui quand on parle de moins construire pour moins polluer et donc d'avoir on parle de réversibilité des bâtiments, alors pas forcément que des maisons, de transformer par exemple des bureaux tertiaires en logements, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est très présent aujourd'hui dans le milieu de la construction.
Et après, le temps qui passe, je sais pas, peut-être qu'il y a une certaine nostalgie de l'enfance aussi, ouais, avec le temps qui passe. Ouais. C'est possible, ouais. Ouais, c'est marrant. Et c'est oui, très présent. ouais, c'est vrai que mon mari comme moi, on est tous les deux assez... on a du mal à être dans le moment présent. On est souvent dans l'anticipation. Mm. Mais c'est une autre façon. Enfin, c'est important aussi d'être dans le moment présent quand c'est le moment, justement. Voilà. Mais je trouve ici d'anticiper, et notamment d'anticiper ses besoins en termes de maison. Tu vois, moi je parlais, nous, après, on n'est pas dans des situations de handicap, dans mon cas personnel, ni on est tous vieillissants, hein, de toute manière. Ah bah Dès oui, qu'on est, on va tous dans la même direction. Mais on n'est pas non plus, on va dire, voilà, dans le troisième âge encore. Tu vois, pour autant, nous, quand on a fait famille, puisque moi j'ai divorcé, et je vis donc avec Olivier maintenant depuis presque 6 ans bientôt, on a mes enfants en permanence maintenant. Eh bien, on a voulu s'installer à la campagne. On n'a pas anticipé le fait, même si les enfants aujourd'hui ne sont pas en demande. Mais moi, je sais que c'est un questionnement que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de transport en commun. Enfin, c'est difficile en tous les cas d'accès. Ils ne peuvent pas rentrer seuls à la maison, sauf en ayant une voiture. Il n'y a pas de transport en commun. Et c'est vrai que c'est une interrogation que j'ai aujourd'hui, même si ce n'est pas eux qui sont en demande, c'est leur laisser la liberté d'être autonomes, parce qu'ils vont grandir. Mon aîné sera au lycée l'année prochaine. Encore une fois, il n'est pas en demande. Mais bon, je me dis, malgré tout, s'il ne demande pas peut-être parce qu'il n'a pas la possibilité de. Et tu vois, c'est anticiper tout ça. Alors, si j'avais été ton archi à l'époque, si je t'avais posé la question, est-ce que ça aurait changé ton choix, tu penses ? Non, parce que j'ai pas de regrets et que c'est très bien comme ça. Ou peut-être que tu l'aurais dirigé vers une commune où il y avait peut-être un bus. Tu vois, à 5 km, enfin, il y a un bus, mais qui passe toutes les 45 minutes, quoi. Tu vois, donc ça veut dire se lever hyper tôt. Enfin, bon, enfin, moi, j'ai pas vécu ça quand j'étais petite et jeune et ado, et donc j'ai pas envie de leur faire vivre ça. Ouais. Donc c'est vrai que moi, je suis en questionnement, même si aujourd'hui cette maison nous comble. Eh ben, tu vois, ça peut être enfin, c'est une question qui est dans ma tête, tu vois, voilà. Ça va pas se faire de suite, mais en tous les cas, c'est vraiment, je pense, penser à l'évolution de la vie et d'anticiper un petit peu tout ça, même si, au fond, on est resté que 5 ans dans une maison, 2 ans dans une maison, c'est quand même anticiper ces choses. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre sa maison sous domotique de A à Z, mais en tous les cas, penser à ce qui peut être réalisable. Dans l'idée du confort, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est toujours ces questions d'usage, en fait. Et effectivement, je pense que me questionner sur l'usage fait que aussi je me questionne sur le futur, quoi. Oui. Oui, je pense quand même que c'est très lié à ma formation, hein, je pense quand même, parce qu'effectivement, depuis toujours, moi j'ai toujours essayé de projeter, même dans ma vie personnelle, hein, tiens, typiquement, tu vois, quand le premier appartement qu'on avait acheté en région parisienne, quand on l'a acheté, on n'avait pas encore d'enfants, et je me souviens que ma sœur me disait, mais n'achète pas, c'est au 4e étage sans ascenseur, ça va être compliqué avec les enfants, si t'en as. Et en plus, c'était une baignoire. Enfin, je me souviens, une baignoire que j'avais cassée pour refaire une douche. Pourquoi tu fais une douche avec des enfants ? On fait une grande douche, de 1m20, 1m40, je crois. Et en fait, je me suis dit, moi, dans ma tête, je me disais, ok, peut-être qu'un jour, j'aurai des enfants, ou peut-être pas d'ailleurs. En fait, je voulais pas me focaliser là-dessus pour pas me stresser non plus de me dire si ça marchait pas. Voilà. Et puis après, je me disais, mais ok, les enfants, ils vont pas. Ça va être compliqué pour eux au début. Enfin, un jour, ils vont marcher, quoi. Oui, donc on leur souhaite. Oui. Et donc, peut-être que pendant 2 ans, ça va être compliqué. Mais bon, après, c'est dommage de laisser passer. C'était un bel espace. En fait, il y avait un énorme potentiel. Parce que pendant 2 ans, le but, à un moment, c'est qu'ils marchent, quoi. Donc, et qu'ils grandissent. Et ils vont pas être ils vont pas prendre des bains toute leur vie. À un moment, ils vont grandir aussi. Et donc, ça a été un choix. Alors, j'avoue, hein, j'ai quand même passé 2 ans un peu compliqués à porter le cosy et les petits. Mais finalement, en fait, du coup, ils ont mon fils plus âgé, il a gambadé les marches très 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 tôt. Ouais. Et oui. Enfin, très très tôt.
relativement tôt quand même. Bah oui, il est entraîné, quoi. Elle était entraînée et puis il fallait, donc... Oui. Mais parce que c'est vrai que je suis pas restée bloquée sur le fait que... Et je regrette Mais je pense pas qu'il faut mon choix, pas en fait, rester bloqué. Non, Mais non, faut essayer de se d'autant dire... plus dans notre vie aujourd'hui où tout est impermanent. Enfin, il faut... Oui. Enfin, ça va être le débat philosophique, hein, mais c'est l'impermanence des choses aujourd'hui. Enfin, depuis le Covid, on y a goûté, et que tout est impermanent. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait ce choix-là aujourd'hui, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas changer nos choses, qu'on ne peut pas faire de travaux chez nous, qu'on ne peut pas aller vivre à 500 bornes. Aujourd'hui, moi, c'est ma phrase préférée, mais je pense que tout est possible. Ah, mais bien sûr. Mais malgré tout... se poser 5 minutes en famille aussi, tu vois, la conversation autour du vieillissement, se poser en famille, c'est la conversation qu'on veut jamais avoir. Tout comme la mort, est-ce que je vais être incinérée ou enterrée? Enfin, tu vois, c'est des sujets tellement tabous que effectivement, je pense que cette conversation, elle est intéressante à avoir pour, encore une fois, dans le cadre du vieillissement, anticiper les choses, prendre la bonne décision. C'est ça. Mais alors, toi, dans le cadre du vieillissement, typiquement, si les gens les seniors concernés ne sont pas moteurs, le projet ne marchera pas. Si c'est un enfant qui vient me voir pour sa mère, ce sera compliqué. Ouais. Je sais d'ores et déjà que ça va pas prendre. Oui, mais ça n'empêche pas la conversation en amont. Bien sûr, oui, il faut. Oui, bien sûr. Je pense que cette conversation. Pour moi, les projets qui vont le mieux marcher, c'est quand vraiment la démarche, elle vient de la personne concernée. Ouais. C'est hyper important parce que sinon, j'ai envie de dire, faire des travaux chez une personne senior sans son consentement ou un peu forcé par la famille, ça revient au même que de le mettre c'est aussi violent que de la mettre de force en EHPAD. Donc c'est hyper important que sur ce sujet-là, les seniors soient en accord, quoi, et soient moteurs. Donc il y a tout un travail en amont, effectivement, de la famille. Et je pense que le petit truc qui peut faire déclencher, c'est de leur dire, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce que si l'espace est pas ergonomique, c'est la personne aidante qui va se tuer la santé à vous aider. Parce que vous voulez pas aller en EHPAD ou parce que vous n'avez pas les moyens d'aller en EHPAD. Alors que si ça a été anticipé et que les espaces sont faits, notamment l'espace de la salle de bain, l'espace de la chambre, pour qu'une personne puisse aider sans qu'elle se casse le dos, c'est vraiment lui rendre service. Après, ça peut être aussi sur la partie très intime des WC. C'est délicat de parler de ça, mais c'est vrai qu'à un moment, quand il y a une certaine incontinence, etc., quand les WC sont mal dimensionnés, quand on n'a pas prévu des espaces de rangement pour les couches, etc., c'est pas agréable quand on a ces enfants qui viennent et que ce sont les enfants qui sont obligés de faire la toilette. C'est des choses, on peut, avec l'ergonomie et avec les ergothérapeutes, on peut dessiner des espaces où la personne, malgré cette perte de mobilité, peut se débrouiller tout seul. Ouais. Et franchement, moi, je pense que ça... c'est peut-être quelque chose qui peut déclencher chez les gens de se dire « Ah ouais, non, j'ai vraiment pas envie que mes enfants m'amènent aux toilettes. En fait. Il faut que je fasse quelque chose. Ouais. » Parce que pour eux aussi, il faut savoir que pour les aidants, pour beaucoup, c'est très compliqué de gérer une vie professionnelle. Et être aidant, et que beaucoup sont obligés de mettre un terme ou en pause leur vie professionnelle. Oui, c'est sûr. Donc, c'est peut-être par ce biais-là où ça peut faire un peu réfléchir... les parents qui, en fait, n'ont pas envie de dépenser pour eux, pour leur propre confort. Ouais. Ça, c'est clair que je les vois parce qu'ils veulent transmettre l'argent. Exactement. Parce qu'ils ont peur de se dire, il faut que je garde de l'argent si j'ai vraiment besoin d'être placé en institut. Je veux pas que mes enfants payent. Ouais. Alors qu'en fait, il y a peut-être aussi un accompagnement financier à regarder, le budget. Oui, parce qu'il y a des aides aujourd'hui. Oui, il y a des aides. Et puis, tout simplement, avec les enfants, on peut se débrouiller pour faire un petit calcul rapidement, pour voir un peu le coût des travaux, le coût d'un EHPAD, le coût de quelqu'un qui viendrait à domicile aider, mettre en rapport un peu tout ça. Et oui, il y a cette dimension-là. Alors qu'en fait, si on leur explique que, mais en faisant quelques travaux dans la maison, parce que bien sûr, moi, mon objectif, c'est pas de faire une maison avec des barres de maintien partout et que ça abîme, entre parenthèses, la maison. On l'a pas dit, mais c'est effectivement, ça n'exclut pas le beau. Ah ben, pas du tout, au contraire, c'est le beau qui va venir aider. Vraiment, on peut faire des choses menuisées très très jolies. On n'est pas dans un établissement public, donc on peut vraiment faire des choses menuisées hyper jolies qui vont valoriser le bien. Quitte à faire des travaux, on peut aussi faire des travaux aussi thermiques pour que la maison soit moins consommatrice. Et ça, à la revente derrière, c'est un vrai gain. Aujourd'hui, le nombre de biens que vous voyez à vendre, mais
très peu cher parce que catégorie G, exactement, machin, ouais. parce qu'on peut plus les louer. En DPE, ouais. Eh ben mine de rien, c'est aussi quelque chose à penser. Et je pense Bien que sûr. en l'occurrence, les enfants seront très ça peut être un beau cadeau pour les enfants de se dire avant de partir on a refait avant de partir oui. On a refait toute la maison, elle est jolie, elle est belle à regarder, elle est isolée, demain on vous la retransmet, vous pourrez la revendre. Et il faut pas oublier, moi c'est quand j'ai travaillé dans la banque, automatiquement on parlait succession, on parlait assurance vie, etc. Parler d'effectivement de partir de la mort, ça fait pas mourir, quoi. Non. C'est pas parce qu'on en parle que c'est marrant qu'on va mourir demain. C'est marrant que tu parles de ça, tu vois. Je le disais très régulièrement à mes patients, à mes clients. Quand tu me disais que j'étais dans l'anticipation, moi, aujourd'hui avec mon mari, on est en train de regarder ça. Nos histoires d'assurance vie, comment on protège les enfants. C'est vrai qu'on, je sais pas, on doit être des gens anxieux, mais je pense aussi c'est la quarantaine. Tu vois, moi j'ai quelques personnes autour de moi. J'ai 47 ans, tu vois. Tu fais pas. des amis et d'amis qui commencent à avoir des maladies graves à nos âges. Ouais, c'est l'impermanence. Voilà, et du coup, je crois que je me dis, non, mais en fait, on sait jamais ce qui peut arriver, il faut que je protège mes enfants, que demain, si on part dans un accident de voiture tous les deux, malheureusement, bien sûr, qu'ils puissent garder les maisons, et si on fait pas le nécessaire, en fait, ils pourront jamais payer le droit de succession. Par contre, il faut pas le faire avec anxiété. Non, encore une fois, c'est pas... je pense même, moi, ça va me rassurer. On a mis en place les choses, s'il m'arrive quelque chose, je suis tranquille. Ouais. On a mis à l'abri les enfants. Mais effectivement, je pense vraiment que c'est le cap de la quarantaine. Ça m'a fait penser à ça, Pourtant, moi, j'ai pas perdu mes parents jeunes, mais je sais pas. Non, mais je pense que ce Covid aussi, encore une fois, nous a appris à... Enfin, j'ose espérer, en tous les cas, que rien n'est acquis, que des choses qui pouvaient nous paraître complètement dingues peuvent arriver. C'est que tout peut être mis sur pause à un moment donné, mais ça doit pas créer de l'anxiété. C'est que c'est comme ça, et quelque part, c'est à nous de nous adapter, en fait, et de savoir danser, en fait, je pense avec tout ça. Moi, ma vision, c'est plutôt que quand tu prévois les choses, quand tu es un peu dans l'anticipation, tu retires de l'anxiété aussi pour l'entourage. Oui, c'est vrai. Mais aussi pour toi, parce que tu sais que c'est... Oui, bien sûr. Super. Écoute, Marjolaine, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire un projet avec toi? Mais avec plaisir. Et tu as aussi ta zone géographique sur laquelle tu travailles, parce que c'est important aussi. Pour me retrouver, il y a mon site internet, donc Studio Tsourou. Je le mettrai dans les notes de l'épisode de toute manière. Du coup, il y a le mail contact, mon numéro de téléphone. Sur Instagram, je suis pas une grande Instagrammeuse, mais n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte, ça fera monter le nombre de followers. Ça follera l'algorithme. Ouais, voilà. Et puis, donc je suis sur Bordeaux et alors on peut me retrouver. Moi, ma zone d'intervention, elle est sur toute la Gironde et voire un petit peu plus loin sur les départements limitrophes. Ouais. Ok. Voilà. On insiste bien. Tu interviens aussi bien donc sur des situations de handicap, vieillissement et handicap, mais aussi tu as une approche autour de la maison, autour du bien-être dans la maison. Donc de la même façon, tu le transposes pour des personnes qui n'ont pas nécessairement de handicap. Oui, bien sûr. Mais dont l'approche que tu as, ils peuvent être sensibilisés par ça, donc qu'ils puissent venir te voir aussi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de handicap que tu ne travailleras pas avec eux. Ah, mais absolument. Toutes les personnes m'intéressent. Voilà, tout le monde. Tout le monde. Si le bien-être est au cœur de leur... bien sûr. Le bien-vivre et le bien-être est un... Faut accrocher avec le discours, hein, c'est sûr, c'est certain. De toute façon, c'est hyper important quand on choisit un architecte. S'il n'y a pas l'accroche humaine, tout à fait. Le dessin vous ressemblera pas. Donc ça, c'est hyper important que ça matche. Super. Merci à toi. Merci. Et à très vite. À très vite. J'espère que cet épisode avec Marjolaine Carré du studio Tsourou vous aura apporté des pistes de réflexion. Je voulais réinsister sur un point, parler de sujets tabous, du vieillissement, du handicap, c'est aussi avoir le choix plutôt que de subir des situations. C'est anticiper, c'est vivre parfois des choses plus sereinement. Bref, parlons de ces sujets également. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode tous les renseignements concernant Marjolaine, alors n'hésitez pas à la contacter, elle saura parfaitement vous conseiller.
Et n'oubliez pas, votre maison est votre miroir. Alors si vous n'aimez pas ce que vous y voyez, sans identifier le problème, eh bien je suis là pour vous aider. Retrouvez tous les moyens de rentrer en contact avec moi dans les notes de l'épisode. Le podcast Maison Conquête est entièrement auto-édité, alors si vous voulez m'aider à le faire connaître, eh bien parlez-en. Partagez-le sur vos réseaux sociaux, mettez des avis sur vos plateformes d'écoute préférées, et je vous dis un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.